Hello, boys and girls, it's the Zinzin psychiatre. Comme le monde va bientôt s'effondrer, Internet avec, et ben, je me disais qu'il était quand même grand temps que je fasse une petite vidéo sur le trouble bipolaire, le trouble borderline, le TDAH, enfin tous ces trucs, voilà, importants dont je n'ai jamais parlé depuis 5 ans que j'ai commencé à faire des vidéos. Il y a 3 choses qui sont souvent confondues au niveau des diagnostics. C'est le TDAH, le trouble bipolaire et le trouble de personnalité borderline. Et en fait, c'est quand même hyper important de savoir distinguer ces 3 diagnostics, bien que certaines personnes disent que c'est horrible de coller des étiquettes aux gens, mais en fait, il s'avère que quand on dit à quelqu'un de quoi il souffre précisément, eh bien, ça l'aide énormément, et puis surtout, ça détermine quel va être le traitement qu'on va pouvoir lui donner et quelle prise en charge est la plus adaptée pour lui. Donc, c'est quand même très important, en fait, de bien savoir faire la différence. Alors, la personnalité borderline. Donc, comme j'ai déjà dit, la personnalité, c'est la façon dont on réagit aux événements de l'environnement. Un trouble de la personnalité, c'est quand la même façon de réagir se répète tout le temps et que cela entraîne de la souffrance, voilà, et qu'il n'y a pas de flexibilité en fait dans la manière de réagir. Le terme borderline, c'est un terme hyper à la mode et qui est complètement détourné de sa signification première. Et donc souvent, voilà, dès qu'on a un P travers, on dit je suis borderline. Voilà. Il y a aussi je suis bipolaire, hein, parce que la bipolarité c'est pareil, c'est super à la mode et dès qu'on a un petit peu des hauts des bas ou qu'on est un petit peu excentrique ou qu'on a voilà, des petites sautes d'humeur, et bien on est soit borderline, soit bipolaire. Bon, la personnalité borderline, elle peut tout à fait se greffer sur un fonctionnement TDAH ou sur un trouble bipolaire, parce que c'est pas du tout la même chose. Une personnalité borderline, ça n'a rien de structurel et ça n'a rien d'héréditaire, par exemple, en soi. Évidemment, après, si on a un parent borderline, on a plus de chances d'avoir un attachement insécure et donc d'avoir un trouble de personnalité borderline. Mais ce n'est pas structurel, je veux dire, ce n'est pas quelque chose de neurologique. Ça fait partie c'est la construction de la personnalité, en fait. Tandis que le TDAH et le trouble bipolaire, ce sont des fonctionnements structurels, quoi, qui sont indépendants en fait du vécu de la personne. Alors évidemment, ils vont évoluer plus ou moins bien selon l'environnement, mais ce sont des choses structurelles, voilà. Alors, la personnalité borderline, selon la plupart des auteurs, elle serait en augmentation dans nos sociétés. C'est sûr qu'à force de mettre l'individu et l'estime de soi au centre de tout, eh bien, on favorise l'apparition de problèmes narcissiques. Ce qui est central dans la personnalité borderline, eh bien, c'est une blessure narcissique, en fait, qui prend ses sources le plus souvent dans l'enfance. Donc, une estime de soi qui est en fait brisée dès les fondations de la personnalité. Cela peut avoir plein de causes différentes. Dans la personnalité borderline, donc, il y a une souffrance en fait qui est quasiment constante. Alors il peut y avoir des moments d'enthousiasme, mais au fond il y a une sorte de mal-être assez profond qui est en toile de fond, malgré les moments d'enthousiasme. Et la personne ressent la plupart du temps un sentiment de vide, un sentiment de tristesse, de manque et d'angoisse. Alors évidemment, comme toujours, il y a plusieurs degrés de sévérité. Hein, on n'est pas obligé de se scarifier et de faire des tentatives de suicide à répétition pour avoir une personnalité borderline. Ça peut être des choses beaucoup plus soft. Quelles sont les causes donc de la personnalité borderline? Alors pour vous la faire vraiment très simple, il y a un dysfonctionnement en fait au niveau de la gestion des émotions. Et la place du traumatisme est centrale pour expliquer ce dysfonctionnement de la gestion émotionnelle. Donc on retrouve la plupart du temps des traumatismes dans l'enfance ou dans l'adolescence. Ce sont des traumas, par exemple des carences affectives, des maltraitances, des abus sexuels, des discontinuités relationnelles, voilà, des événements de vie particulièrement graves. Ce traumatisme, il peut être ponctuel ou bien dans la durée, mais dans tous les cas, il provoque une sécrétion excessive de cortisol. Cette sécrétion excessive de cortisol provoque une diminution du BDNF, le Brain Natural Brain Factor, enfin un truc qui prend soin du système nerveux. Et donc cela entraîne un mauvais développement de l'amygdale, hein, toujours celle qui est dans le cerveau et pas celle qui est là. L'amygdale étant un centre de gestion des émotions assez important. Et il y a un mauvais développement des connexions entre l'amygdale et le cortex préfrontal, donc celui qui résonne. Et donc en fait, finalement, ce cerveau reptilien des émotions reste en mode survie, donc allumé rouge, rouge, rouge en permanence, et le cortex préfrontal ne parvient pas à réguler en fait ce stress chronique qui s'installe. Toutes ces perturbations neurobiologiques vont entraver le bon déroulement de la maturation de la gestion des émotions, de la maturation psycho-affective. Donc à la base, c'est la gestion émotionnelle qui est défaillante et du coup, eh bien, cela peut entraîner en premier lieu des émotions très intenses. Ce sont des personnes qui sont hypersensibles, donc des émotions intenses, une difficulté à contrôler ces émotions, en tout cas à prendre du recul, parfois une difficulté à verbaliser, enfin à mettre des mots en fait, à exprimer ces émotions. Il y a donc ce qu'on appelle une labilité émotionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas assez importants. Justement, c'est là qu'il faut faire attention à ne pas confondre avec un trouble bipolaire.
Là, il y a plus une instabilité en fait émotionnelle, mais il ne va pas y avoir des états dépressifs francs qui durent 3 mois et des états maniaques, surtout francs, qui vont durer 3 mois. Par contre, il peut y avoir des états dépressifs très graves et qui s'installent dans la durée. Alors, il y a souvent une impulsivité et une instabilité psychomotrice, une certaine hyperactivité. Et c'est là qu'il ne faut pas confondre avec le TDAH. Il y a une instabilité au niveau des relations, parce que souvent il y a une dépendance affective, il y a une peur de l'abandon, et en fait ça entraîne du coup des distorsions en fait dans les relations avec les autres, ou des mauvaises interprétations des signaux en fait des autres, et du coup ça entraîne beaucoup de relations conflictuelles avec donc une instabilité dans les relations. Alors, il y a un sentiment d'ennui assez chronique et un sentiment de vide, et le sentiment assez insaisissable qu'il manque quelque chose en permanence. Et donc il y a un fort sentiment d'insécurité en fait intérieure, je veux dire. En cas d'angoisse, il peut y avoir l'envie de se faire mal. En fait, c'est simplement que le fait de ressentir de la douleur physique, eh bien, ça va soulager la douleur psychique. Et donc souvent, les gens, par exemple, qui se scarifient ou qui se brûlent avec des cigarettes ou des choses comme ça, eh bien, décrivent que après être passés à l'acte agressif sur eux-mêmes, eh bien, l'angoisse tombe totalement et ils se sentent extrêmement soulagés. Il y a une sorte de dépression de fond avec beaucoup d'émotions négatives qui sont en toile de fond la plupart du temps. Alors, de la tristesse, de la colère, de la culpabilité, de la honte, vraiment un manque d'estime de soi qui ressort en permanence. Et forcément, comme il y a un manque d'estime de soi, il y a un manque d'affirmation de soi. Mais la mauvaise affirmation de soi peut autant s'exprimer dans une inhibition, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout s'affirmer, qu'au contraire dans une agressivité défensive. Alors, ce sont aussi des personnes qui vont souvent avoir des comportements à risque, parce qu'en fait, le fait d'avoir de l'adrénaline, ça va combler ce manque en fait, et ça va les faire sentir vivants. Alors, il y a des moments, par contre, d'enthousiasme et d'euphorie même, hein, qui sont constatés. C'est là qu'il ne faut pas le confondre avec le trouble bipolaire, parce que maintenant, on est dans une société quand même que je trouve vraiment très lisse, hein. Et dès qu'on a un petit comportement un peu extravagant, ou qu'on est un peu euphorique, ou qu'on a des comportements un peu excessifs, on est rapidement catalogué hypomane. Et hypomane, eh ben, ça peut faire rentrer dans le trouble du spectre bipolaire. Et du coup, là, le traitement qui s'ensuit, si on fait ce diagnostic-là, n'est pas du tout le même. Alors, il y a une pensée aussi en tout ou rien. Soit les gens sont bons, soit ils sont mauvais. Soit je suis génial, soit je suis une merde. Donc, il y a une alternance d'idéalisation et de dévalorisation, que ce soit de soi-même ou des autres avec qui on est en lien. C'est ce qu'on appelle le clivage, en fait. Et il n'y a pas accès à l'ambivalence, à la nuance. C'est-à-dire l'ambivalence. L'accès à l'ambivalence, c'est quand on peut intégrer que une chose peut être en même temps bonne et mauvaise. Enfin, qu'elle peut en même temps avoir des choses positives et négatives, quoi. Et dans des états de stress particuliers, eh bien, il peut y avoir beaucoup plus que chez les autres personnes, beaucoup plus facilement en tout cas, des états de déréalisation, de dépersonnalisation, c'est-à-dire des personnes qui vont se retrouver dans des états dissociatifs. C'est-à-dire qu'en fait, d'un coup, elles ne sont plus vraiment en contact avec la réalité. Et les personnalités borderline sont des personnes souvent extrêmement attachantes, parce que et bien souvent, elles ont beaucoup d'empathie, et ce sont des personnes hypersensibles. Ce sont aussi des personnes qui ont souvent beaucoup de créativité. Et voilà, donc il y a aussi des qualités, hein, qui sont attachées à la personnalité borderline. Si on se reconnaît dans ce trouble, l'idée c'est d'améliorer les souffrances, mais évidemment sans perdre les qualités que ce fonctionnement apporte. Parfois, donc le psychisme, hein, le fonctionnement psychique en fait, trouve lui-même des sortes d'aménagements, c'est-à-dire des façons de fonctionner qui vont limiter l'angoisse et la souffrance. Mais malheureusement, ça a souvent des effets aussi négatifs. Par exemple, alors typiquement les addictions. Les addictions, elles vont être très fréquentes dans le trouble borderline. Alors sur le coup, eh bien, ça va permettre d'atténuer bien sûr la souffrance et l'angoisse, mais sur le long terme, l'addiction peut entraîner des problèmes. Il y a beaucoup de personnes aussi qui vont, pour combler le sentiment de manque et de vide, se retrouver dans des mouvements spirituels un peu sectaires, et qui vont malheureusement se laisser influencer par des personnes pas forcément bien intentionnées. On trouve aussi beaucoup de troubles du comportement alimentaire qui parfois en fait dans leur fonctionnement sont tout à fait comparables à des addictions, puisqu'en fait il y a une espèce d'addiction en fait au contrôle, à la jouissance du contrôle qu'on peut avoir sur son poids et sur son alimentation. Donc il peut y avoir des aménagements en fait qui vont être plutôt de nature obsessionnelle, mais du coup qui vont entraîner des troubles anxieux. Alors d'accord, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de vide, mais bon, il y a un trouble anxieux, donc c'est pas forcément beaucoup mieux. Alors il y a des aménagements psychotiques, donc en fait vraiment dans ces aménagements là qui sont plus
proche de la psychose, il y a des bouffées délirantes aiguës qui sont possibles beaucoup plus facilement que chez tout un chacun, même si c'est tout un chacun, une bouffée délirante peut toujours arriver en état de stress intense, mais voilà, c'est complètement différent de la schizophrénie, quoi. Après, il y a des aménagements qui sont vraiment assez terribles, c'est-à-dire notamment la perversion narcissique, la psychopathie. Voilà, en fait, la personne va se protéger en fait finalement de toute émotion et va en fait écraser le narcissisme des autres afin de sauver le sien. Et malheureusement, eh ben, ce sont des choses ça, qui fonctionnent bien pour la personne, elle, mais qui provoquent une souffrance intense autour d'elle. Donc là, c'est la haine et la colère qui dominent. La blessure narcissique va être complètement renversée en sentiment de toute puissance et en maltraitance donc d'autrui, voire destruction d'autrui, avec absence totale de culpabilité. Voilà. Alors, c'est quoi les traitements dans la personnalité borderline? Eh bien, alors, il y a la psychothérapie qui est absolument centrale et il y a aussi le traitement médicamenteux. Alors, le but de la psychothérapie, eh ben, ça va être de, justement, ces fameuses connexions-là qui n'ont pas pu bien s'élaborer entre amygdale, cortex préfrontal, gestion des émotions, tout ça, eh ben, ça va être du coup d'essayer de rééduquer un peu tout ce système-là en travaillant sur la gestion des émotions, en apprenant à reconnaître et à nommer ces émotions, apprendre à développer certaines compétences qui peuvent aider à réguler les émotions, notamment par exemple la méditation, la relaxation. En thérapie cognitive, on peut aussi donc remettre en question donc les croyances qui sont à l'origine des pensées négatives, parce que toutes nos pensées, elles sont reliées souvent à des croyances de base. Si par exemple il y a une croyance de base, un schéma donc qui s'est formé dans l'enfance, qui dit à la personne tu es nul et bon à rien, eh bien forcément plus tard dans sa vie d'adulte et dans sa relation de couple par exemple, dès que le conjoint va être un peu irrité par exemple, eh ben, la personne va se dire mon Dieu il va me quitter, et voilà, et donc les émotions deviennent complètement disproportionnées. Et donc en fait voilà, c'est apprendre à identifier quelles sont les pensées négatives par rapport à ce qui se passe dans la réalité et du coup en arriver à comprendre quelles sont les croyances négatives et les schémas négatifs qui dictent toutes ces pensées et donc ces émotions. Donc travailler sur l'affirmation de soi, c'est très important, qu'on puisse s'affirmer d'une manière saine, qui ne soit ni agressive ni absente en fait, et donc pouvoir mieux nouer des relations épanouissantes et stables. Après les thérapies qui fonctionnent le mieux sur les traumas, s'il y a des traumas comme des violences, des abus sexuels ou alors des événements de vie très graves dans l'enfance ou dans l'adolescence, eh bien les thérapies qui ont le plus fait leur preuve en fait d'efficacité, c'est l'EMDR et l'hypnothérapie. Voilà. Après, la TCC c'est pas mal, mais c'est vrai que l'EMDR et l'hypnothérapie ont vraiment plus d'efficacité dans les études. Alors, l'hygiène de vie est très importante. C'est vraiment important d'avoir un sommeil suffisant et régulier. C'est fondamental. Après, évidemment, l'alimentation, le sport, tout ça, évidemment que ça aide. Et l'activité. Toute la façon dont vous vivez, évidemment, va avoir un impact sur votre état mental. Voilà, donc quand on a une fragilité psychique, eh bien, si on veut se sentir bien, on est obligé de faire plus attention à son hygiène de vie. Le traitement médicamenteux, eh bien, il est souhaitable car il est vraiment très aidant et efficace. Typiquement, c'est un traitement antidépresseur qu'on va souvent associer à un régulateur de l'humeur. Parce que si on donne un antidépresseur seul, en fait, la plupart du temps, la personne va se sentir mieux, mais il va y avoir des espèces de secousses, émotionnelles. Enfin, on sent qu'il y a une sorte il n'y a pas de stabilité qui se met en place en fait. Et bien là, du coup, quand on ajoute un régulateur de l'humeur, par exemple, moi celui que je préfère c'est l'amygdale, la motrigine, parce qu'il a vraiment très peu d'effets secondaires. En fait, on le donne à petite dose, hein, c'est pas du tout les posologies qu'on donne dans les troubles bipolaires. Mais à des posologies faibles, en fait, ça permet vraiment aux gens de se stabiliser. Associé à un antidépresseur, ça permet de se stabiliser sur une humeur relativement bonne et avec une nette amélioration de la souffrance morale. Voilà. Et donc aussi une meilleure efficacité de la psychothérapie, puisque on sait que si on a un système nerveux qui fonctionne correctement au niveau neurobiologique, eh bien les psychothérapies vont, c'est assez logique, fonctionner aussi beaucoup mieux. Voilà. Ça c'était pour la personnalité borderline. J'espère que ça vous a aidé et voilà. Ciao ciao.